J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Richard Malley, qui est professeur de pédiatrie à la Harvard Medical School et pédiatre en chef à l'hôpital pour enfants de Boston. Je sais que vous parlez très bien français, vous me permettrez quelques mots en anglais. It is my pleasure to introduce our speaker, Dr. Richard Malley, Senior Physician in the Division of Infectious Disease at the Boston Children's Hospital and Professor of Pediatrics at the Harvard Medical School. Dr. Malley a étudié à l'école active bilingue à Paris. Il a un baccalauréat de l'Université de Yale, MD de Tufts University. Et il a poursuivi son entraînement en pédiatrie, maladies infectieuses pédiatriques et médecine d'urgence au Boston Children's Hospital. Les travaux de son laboratoire ont mené au développement de la plateforme vaccinale MAPS, MAPS pour Multiple Antigen Presenting Systems, qui vise à stimuler une plus forte réponse immunitaire contre un large spectre de pathogènes. Plus rapides et plus faciles à produire, ces vaccins sont particulièrement utiles pour lutter contre les maladies infectieuses dans les pays émergents et représentent une innovation scientifique très prometteuse. Dr. Malley's lab is actively involved in the discovery and testing of vaccine against a number of pathogens, including a combination of genomic and proteomic analysis, immunological techniques and novel vaccine platforms and animal models. Dr. Malley a fondé une compagnie biotechnologie appelée Affinivax, qui a été un pionnier dans le développement des vaccins de nouvelle génération et en collaboration avec le NGO-PATH et la fondation Bill et Melinda Gates. Cette conférence nous donne aussi l'opportunité de nous pencher sur nos forces en maladies infectieuses à l'Université de Montréal pour prévenir les prochaines pandémies. C'est un domaine qui est en plein essor à l'université et dans nos centres affiliés. Par exemple, sur notre campus, l'équipe de recherche en bactériologie compte une dizaine de chercheurs chevronnés, dont plusieurs travaillent sur la résistance aux antibiotiques. Nous avons aussi des experts en virologie qui se trouvent dans nos centres et instituts affiliés, donc au CHUM, l'hôpital Sainte-Justine et l'Institut de recherche clinique de Montréal. Au centre de recherche du CHUM, les équipes étudient notamment les infections transmissibles sexuellement et transmissibles par le sang, les infections respiratoires virales et certains virus émergents pour identifier des nouveaux antiviraux. De leur côté, les équipes du CHU Sainte-Justine visent à mettre en œuvre des programmes de prévention des infections et à développer des nouvelles approches pharmacologiques personnalisées pour le traitement des maladies infectieuses auprès de la clientèle pédiatrique et des femmes enceintes. Dr. Malley, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. It's an honor to have you with us. Bienvenue à Montréal. Welcome in Montreal. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Et Dr. Malley nous présentera les bases scientifiques de MAPS et ses avantages pour la fabrication des nouveaux vaccins. Merci beaucoup pour votre introduction si gentille. Je vais juste vous parler un petit peu de mes conflits d'intérêts. Je suis un consultant pour GSK et je vais vous expliquer que GSK a en fait acheté la boîte Affinivax dont le Dr. Cossette parlait. J'ai aussi eu énormément de soutien par le NIH, Bill and Melinda Gates Foundation, PATH et aussi mon hôpital dont je vais vous décrire un petit peu le rôle dans quelques instants. Je vais vous parler très brièvement de mon parcours personnel, essayer de résumer certains concepts de vaccinologie qui sont, je pense, assez importants pour la suite du discours, vous présenter MAPS et ensuite un petit peu une histoire qui va vous intéresser peut-être sur le développement de cette boîte technologique qui n'était pas du tout dans mon ADN. Moi, je ne pensais pas du tout que j'allais faire ça dans ma vie, mais ça a été une expérience formidable et une que je pense est intéressante pour d'autres personnes qui travaillent dans ces domaines. Et puis un épilogue. Ça, c'est une photo de mon père qui est au milieu et ma mère est derrière lui. Ils étaient tous les deux journalistes. Mon père n'est plus vivant, ma mère est toujours à Paris. Et à l'âge de 4 ans, mon père et ma mère ont décidé de déménager de New York, où je suis né avec mon frère Robert au milieu et ma sœur Nadia à côté, pour aller commencer un journal qui allait traiter de problèmes politiques importants au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. En 1980, je racontais ça un petit peu à Eric à l'instant, et le président Giscard d'Estaing n'était pas content avec les écritures de mon père ou de ma mère, et il a décidé d'expulser mon père de France,
Ce qui est un peu inhabituel quand même pour un pays qui représente tout de même l'un des pays qui, on pense, représente les droits de l'homme. Mais pour moi, ça voulait dire que j'ai dû décider si j'allais continuer ma carrière. Je pense, j'avais 15 ans en France, ou si j'allais en fait quitter la France. En fait, mon père a été réinvité 9 mois plus tard quand Mitterrand a gagné les élections. Et je pense, comme je disais avant, que ce n'était pas tellement parce que Mitterrand aimait les positions politiques de mon père, mais plutôt parce qu'il détestait Giscard davantage. Donc c'était en fait en la faveur de mon père. Je suis allé aux États-Unis en 1982 en pensant que ça allait être temporaire, parce qu'en France, je pense peut-être comme certains milieux au Canada, on est quand même obligé de décider assez tôt de sa carrière académique. Et moi, je ne savais pas. Je pensais peut-être j'allais être mathématicien, peut-être j'allais être médecin. Et je me suis dit, aller aux États-Unis serait une bonne manière de prendre mon temps et de décider. Bon, temporaire, ça fait maintenant, je crois, quelque chose comme 40 ans que je suis aux États-Unis et je ne sais plus si ça va être temporaire ou non. J'ai rencontré ma femme que je vais vous présenter sur une photo à Tufts où j'ai fait mes études de médecine et comme vous avez entendu, j'ai fait toute ma carrière à Boston Children's Hospital qui est l'hôpital pédiatrique affilié avec Harvard. Depuis très longtemps, et en fait, en raison sans doute de l'importance que le tiers-monde portait pour mes parents, j'ai toujours voulu contribuer d'une manière ou d'une autre à la santé des gens du tiers-monde. Et par chance, en 1996, j'ai rencontré l'un des inventeurs d'un vaccin que tous les enfants maintenant reçoivent aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la plupart des pays, même en voie de développement, c'est le H-flu conjugate vaccine, le Hib vaccine. Je l'ai rencontré par hasard, et en fait au Dana-Farber d'ailleurs. Et ça a commencé pour moi une tentative inespérée de l'empêcher de prendre sa retraite. Il avait décidé de prendre sa retraite, il avait développé un vaccin, il travaillait ensuite sur le pneumocoque, et il a dit ça suffit. Mais comme il m'a vu, moi, tellement incapable de faire quoi que ce soit, il a décidé, je ne vais pas prendre ma retraite, je vais aider ce type. Il était là pour la naissance de l'un de mes enfants, et ça, à mon avis, ça a encore plus cimenté sa relation avec ma famille, parce qu'il s'est dit, maintenant, c'est pas seulement Rick qui va perdre son boulot, c'est toute sa famille qui va perdre leur maison. Et donc, en fait, c'était une très bonne stratégie. Et depuis, j'ai travaillé sur les vaccins avec ça. Ma vie est partagée entre la recherche. Aux États-Unis, on a la possibilité quand même de faire, en tant que médecin, 80% ou 75% de recherche si on a suffisamment de bourses. Et le reste du temps, je travaille en tant que clinicien dans les maladies infectieuses à l'hôpital. Et je fais aussi la clinique des voyages à Boston Children's. Le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout le pneumocoque. Ça, c'est une photographie d'un pneumocoque. Et on peut voir à travers cette capsule que vous voyez qui entoure les deux pneumocoques au centre, que vraiment ce sucre central est absolument fondamental pour la résistance de cette bactérie contre notre attaque immunitaire. Et en fait, cette capsule existe en 100, plus de 100 même, je pense qu'il y en a 107 aujourd'hui qui ont été découverts. Et tous ces sérotypes, ces capsules différentes, représentent toute la panoplie de tous les pneumocoques qui peut exister de nos jours. Et en fait, on peut engendrer des anticorps contre une capsule ou une autre, mais ça ne vous protège pas contre les autres 98 qui peuvent circuler. Et donc souvent, moi, je pense à ça comme des M&M's, ou vous me pardonnerez, c'est peut-être des Smarties au Canada. Non, c'est des M&M's? M&M's, d'accord. Moi, j'y pense comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des M&M's de toutes les couleurs possibles, et au centre, vous avez une protéine, là, en fait, c'est une noisette, mais une protéine, une collection d'à peu près 2000 protéines qui représente l'engin du pneumocoque qui est caché par le sucre. Et en fait, ces protéines sont absolument fondamentales. Souvent, elles sont conservées à travers tous les pneumocoques que l'on trouve, certains que la pneumoleucine est absolument fondamentale pour la pathogénèse, mais ces protéines sont cachées par le sucre, qui évidemment est de plusieurs couleurs différentes. Et donc, ce qu'avaient fait beaucoup de chercheurs au départ, c'est qu'ils se sont dit, puisque ces sucres sont tellement importants, autant créer des vaccins contre ces sucres.
Et ils ont injecté un nombre important, ça a commencé avec 14, puis c'est devenu 23 sucres différents du pneumocoque. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte très vite que ça ne marche pas chez l'enfant. Les enfants de bas âge, moins de 2 ans, ils ne répondent pas à ça parce que immunologiquement, it's boring. Ce n'est pas important du tout pour un enfant de répondre à ces sucres. Il les voit comme des répétitions de ce qui est effectivement le cas de glucose, de mannose, et ça ne les intéresse pas immunologiquement. Mais une protéine, évidemment, c'est très différent parce qu'une protéine, nos corps, les mammifères, même les insectes, ont développé un système pour identifier les protéines et se dire ça c'est très dangereux. Mais les polysaccharides simples n'engendrent pas une bonne réponse chez l'enfant du tout, et même chez les adultes, comme la plupart d'entre nous ici, ça engendre une réponse qui ne dépend pas du tout de cellules T et qui est simplement humorale, et au bout de 5 ans, vous repartez à la case départ. Alors, ce que mon mentor, Porter Anderson, et d'autres avaient découvert, c'est que si on combine le polysaccharide et on l'attache de manière chimique avec une protéine, on est en train de faire croire à l'enfant que le sucre est en fait une protéine. Et la réponse immunologique que l'on voit chez l'enfant avec ces vaccins que l'on appelle des vaccins conjugués, parce qu'on conjugue le polysaccharide avec une protéine, c'est une réaction chimique. Le lien entre le polysaccharide et la protéine ne peut pas être rompu sans des efforts énormes de la cellule. Et cette coprésentation de protéines et de polysaccharides assure que l'enfant réponde à ce genre de vaccin d'une manière beaucoup plus intéressante, où tout à coup les cellules T commencent à contribuer de manière très importante à la réponse immunologique. On développe une réponse d'anticorps beaucoup plus élevée, et de manière très importante, vous avez une mémoire. C'est-à-dire que si l'enfant répond au vaccin et puis au bout d'un certain temps, le niveau d'anticorps dans le sang baisse, et à nouveau l'enfant est exposé à une bactérie qui exprime ce polysaccharide, tout à coup, les réponses sont 10 fois plus élevées qu'elles n'étaient avant. Ce qu'on ne voit pas du tout avec des vaccins à sucre simple. Et ça, c'est un travail très important qui a été fait par Porter Anderson, qui est donc mon mentor, David Smith, et aussi 2 autres chercheurs au NIH, qui a évidemment permis à la création du vaccin contre l'hémophilus. Et Porter avait commencé à faire ce travail aussi avec le pneumocoque, mais s'est rendu compte que vraiment, ça allait demander énormément de polysaccharides, tandis que pour l'hémophilus, ce n'en était qu'un, le type B. Mais ils ont réussi, et il y a eu plusieurs vaccins. En 2000, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, en 2000, le FDA a approuvé le vaccin Prevnar 7, avec 7 des polysaccharides les plus fréquents en Californie du Nord. Et je dis ça parce que si c'est en Californie du Nord, il faut bien se poser la question, est-ce que ça va aider les enfants dans le Sahel ou les enfants en Asie ou en Amérique latine? Et honnêtement, on ne savait pas. D'une manière peut-être un peu injuste, je dirais que la compagnie s'en foutait totalement, ça c'est peut-être pas très poli, mais le but c'était d'essayer de créer un vaccin pour les États-Unis et peut-être même pour l'Europe. Et ça a très bien marché. Ensuite, GSK a développé un vaccin contre 10, puis Pfizer, qui avait acheté Wyeth, en a fait un, est allé de 7 à 13. La Chine a réussi 9 ans plus tard à faire la même chose avec une compagnie qui s'appelle Walvax. Et puis Serum Institute of India en Inde a fait un 10 valent en 2020. Et récemment, j'imagine ils sont aussi disponibles au Canada, Merck a fait un 15 valent, donc 15 polysaccharides différents qui sont conjugués à une protéine. Et Pfizer a récemment eu l'approbation de leur PCV 20, un 20 valent, qui couvre 20 polysaccharides différents du pneumocoque, et d'autres vaccins sont en développement. Donc, tout ça, c'est extraordinaire, et en fait, je ne passe pas beaucoup de temps à vous, parce que je pense que tout le monde le sait, que ces vaccins ont un effet extraordinaire contre les souches pneumocoques qui expriment ces polysaccharides. Le problème, il y en a 3, au moins 3. Le premier problème, c'est serotype replacement, le remplacement de certains sérotypes par d'autres. Un petit peu un jeu, je ne connais pas le nom en français, le whack-a-mole. Il doit y avoir un nom en français, mais
ces choses qui, quand une chose monte, vous les tapez dessus et puis un autre remonte. Ce jeu qu'on jouait quand on était des enfants existe évidemment au niveau évolutionnaire des bactéries. La raison pour laquelle 7 sont les plus fréquents, c'est parce qu'ils ont un avantage par rapport aux autres. Et dès qu'on les écrase avec un vaccin, d'autres apparaissent, on les écrase, d'autres apparaissent. Et ça, on l'a documenté dans tous les pays du monde. Ça arrive partout. Le deuxième problème, c'est que c'est très cher de conjuguer chaque polysaccharide à une protéine. Je vais vous montrer pourquoi dans une seconde, mais c'est très très cher. Le coût du vaccin, 180 $ US par vaccin, n'est pas réel. On sait bien que ça ne coûte pas 180 $ pour faire ce vaccin, mais quoi qu'il en soit, même si on demande à la compagnie pharmaceutique de réduire le prix du vaccin, on est quand même en train de parler de 5 à 6 $ par dose, et avec des gouvernements, on peut réduire ce prix davantage, mais c'est quand même très cher de demander à un pays en voie de développement de dépenser, si on dit qu'il faut 3 vaccins par enfant, ça fait 15 $ par enfant, c'est quand même trop pour une maladie. Alors, moi j'aimerais bien que ce soit gratuit pour tout le monde, mais évidemment c'est très difficile pour certains pays de le faire, et PCV20 va être encore plus cher bien évidemment, parce que la compagnie va pouvoir justifier un coût supérieur. Le troisième problème, qui est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est que certains polysaccharides, même quand ils sont bien inclus dans le vaccin, ne marchent pas bien. Et l'exemple le plus probant, c'est le sérotype 3, qui est très important chez l'adulte, aussi important chez l'enfant, mais surtout chez l'adulte. C'est une infection létale, ce type 3, j'ai bossé dessus pendant beaucoup d'années. Il est en fait très différent du pneumocoque normal, parce qu'il sécrète son polysaccharide dans l'environnement, et ça crée un petit peu un effet d'un sous-marin qui relâche un petit peu des débris dans l'eau, et comme ça les missiles ne peuvent pas l'atteindre parce qu'ils sont un petit peu distraits par tout ce qui est relâché dans l'eau. Un petit peu, si vous avez vu le film Top Gun, ce qu'ils font lorsqu'ils essaient d'éviter les missiles. C'est ce que fait ce pneumocoque. Et en fait, il n'y a absolument aucune efficacité du type 3. Pfizer n'est pas d'accord avec nous, mais on montre épidémiologiquement et aussi simplement en attendant de voir une réduction du type 3 que ça ne s'est pas produit. Donc ça, c'est un problème aussi. Alors le coût, je voulais juste vous montrer cette diapo qui est un peu compliquée, mais c'est juste, il faut évidemment rien lire dessus, c'est juste le nombre de tests qu'on doit faire pour approuver un lot de vaccin. C'est tous ces tests-là qui sont nécessaires, et chaque test doit être fait avec une précision exquise, parce que si votre lot échoue dans l'un de ces tests, il est pourri. Et le nombre de tests ici explique ou justifie pourquoi toutes ces compagnies ont essayé, et seulement Pfizer, pendant 20 ans, a réussi vraiment à faire un bon vaccin. Maintenant, d'autres compagnies y arrivent, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, quelle est l'alternative à laquelle nous avons pensé il y a maintenant plus de 20 ans? C'est que Porter, que j'ai rencontré au Dana-Farber, avait pensé que c'était trop cher de produire des vaccins contre 7 ou 13 ou 20, et il avait proposé de travailler sur la noisette du M&M. On allait enlever le polysaccharide et simplement présenter à l'enfant l'intérieur du pneumocoque. Et on a fait quelques mutations que je peux vous décrire plus tard si vous voulez, pour essayer d'augmenter l'immunogénicité du vaccin et de réduire la toxicité, par exemple en faisant une mutation de la pneumolycine. Mais en fait, ce n'était pas une idée tout à fait originale. C'était une bonne idée, mais pas originale, parce que ce type-là, Sir Almroth Wright, était en fait quelqu'un qui avait développé un vaccin similaire contre la fièvre typhoïde. Et ce vaccin avait en fait, qui était très similaire, c'était un vaccin qui n'est plus disponible, mais ils avaient fait pousser la salmonelle, ils l'avaient tué avec de la formaline, et puis ils l'ont donné à des gens, et en fait ça les protégeait pas mal contre la fièvre typhoïde. Et on l'avait appelé en 1911 parce qu'il y avait une crise chez les mines en Afrique du Sud, où beaucoup de gens étaient en train de mourir de pneumocoque. Et donc lui est arrivé, il a dit très bien, je vais prendre les 3 ou 4 souches que je vois, je vais les tuer, on va les injecter et ça va marcher. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a publié, mais il n'y avait pas de contrôle à cette époque. Il avait simplement injecté ça à tous les mineurs qu'il avait pu trouver,
et l'épidémie a disparu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc malheureusement, on n'a pas pu prouver que ça avait marché, mais quelqu'un a fait une méta-analyse après cette tentative par Sir Almond Wright. Et ils ont montré que dans le milieu militaire et aussi dans le milieu civil, il y a eu beaucoup d'analyses de ce genre de vaccin. Et en général, comme cette méta-analyse a pu montrer, il y avait une certaine réduction de la mortalité après la pandémie, par exemple, de 1918, où beaucoup de gens mouraient du pneumocoque, avec la grippe et le pneumocoque ensemble. Et donc ça nous a donné comme un espoir que cette stratégie pouvait peut-être marcher. On a commencé à le faire chez les souris. On a vu par exemple que chez la souris, quand on a injecté ce vaccin, on protégeait la souris contre une infection létale, en fait de type 3. Moi j'avais choisi type 3 par hasard, on ne savait pas que ça allait être si important. Et ce vaccin protégeait les souris d'une manière très importante en engendrant des anticorps contre en fait la noisette, les composants de la noisette du pneumocoque. Mais aussi ce qu'on avait découvert, c'est que ce vaccin protégeait contre la colonisation. L'attaque initiale où le pneumocoque, un petit peu comme Covid, décide d'envahir le nez d'un enfant. C'est une condition absolument essentielle pour ensuite engendrer une infection, mais au départ c'est asymptomatique. Et chez la souris, chaque point ici représente le nombre la quantité de pneumocoques qu'on peut faire sortir du nez de la souris simplement en leur voyant ce qui existe dans leur salive ou dans leur produit mucosal. Et on peut voir que le placebo avait une quantité de pneumocoques très élevée dans leur nez comparé aux animaux qui avaient reçu le Wholesale Vaccine, WCV, où la plupart n'avaient pas de pneumocoques du tout. Donc ça, c'était très intéressant et on s'est dit, est-ce que c'était en fait par anticorps ou autre chose? Et la raison pour laquelle à ce moment-là, on s'intéressait tellement à la colonisation, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le vaccin Prevnar, vraiment ce qui marchait bien avec ce vaccin, le vaccin conjugué contre le pneumocoque, c'est que ça empêchait la colonisation par les 7 sérotypes à l'époque qui étaient dans le vaccin. Donc ça, c'est Pasteur, il a découvert le pneumocoque au 19e siècle, et il rencontre son ami qu'il n'arrive pas à coloniser. Ça, c'est très bien. Professeur Cossette est tout à fait immunisé contre le pneumocoque et ne va pas l'accueillir dans son nez. Mais d'autres personnes parviennent à être infectées dans leur nez. Ils ne sont pas asymptomatiques. En haut à droite, c'est mon ami Marc Lipsitch avec qui j'ai travaillé, porteur, comme vous avez vu. Et bien sûr, vous reconnaissez cette personne en haut, qui sont tous des carriers de pneumocoque, mais en fait ne sont pas malades. Puis, ça continue, un peu comme le ping-pong. Et moi, je suis infecté en 1990, ça c'est ma photo. Mais malheureusement, certaines choses peuvent arriver qui sont beaucoup plus graves que simplement la colonisation. Et si on parvient à interrompre ce cycle, comme on avait espéré avec Covid par exemple, on peut avoir un vaccin beaucoup plus efficace que simplement si le vaccin prévient l'infection, la maladie chez une personne. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est pour ça que le vaccin Prevnar est tellement efficace, parce que pour chaque enfant qu'on immunise et qu'on protège contre les maladies invasives du pneumocoque, on protège 2 adultes de plus, alors qu'à l'époque, ces adultes-là ne recevaient pas de vaccin contre le pneumocoque. Donc cet effet de herd immunity ou community immunity, ou on peut l'appeler comme vous voulez, mais cet effet indirect est encore plus important que l'effet direct. Alors on s'est posé la question, comment est-ce que notre vaccin prévient cette infection, cette colonisation du nez? À l'époque où je faisais ces études, ces cellules T17 étaient devenues très importantes et les gens commençaient à se rendre compte que ces cellules T étaient importantes pour prévenir la colonisation des surfaces mucosales. Et donc on avait fait des expériences avec Marc, avec Porter, où on avait montré qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais que si on élimine les cellules T de la souris, il n'y a plus de protection. Et tandis que si on élimine à gauche les anticorps de la souris, on voit tout de même une protection excellente. Et donc ça suggérait que les cellules T, indépendamment d'anticorps, étaient importantes. Et puis un collègue dans mon laboratoire, dont vous allez entendre parler dans quelques minutes, Yingji Lu,
a montré que si on prenait des souris qui étaient déficientes, soit en gamma en interféron gamma AL4, qui sont tous les deux des axes de certaines cellules T, ils étaient tout de même protégés par ce vaccin. Mais les souris qui sont déficients en cette cellule T17 ne sont pas protégées du tout. Et en fait, ça représentait un petit peu ce qu'on pense arrive chez l'enfant. Ce n'est pas qu'on empêche la colonisation, c'est qu'on réduit la durée de la colonisation. Et Marc avait montré, c'est une étude en 2007, que la différence entre nous et les enfants, ce n'est pas que nous ne sommes pas colonisés par le pneumocoque. Il y a une certaine chance, elle est faible, que moi je sois colonisé maintenant. Mais si je suis colonisé, je vais me débarrasser de cette bactérie très rapidement, tandis qu'un enfant va le garder dans son nez pendant 1 mois ou 2. Et les cellules T17 réduisent la durée de cette colonisation. Et donc on se dit, c'est peut-être le mécanisme qui explique pourquoi les enfants sont beaucoup plus à risque qu'un adulte jeune contre cette infection. Alors, je vais vous résumer en une diapo ce qui s'est passé avec le whole cell vaccine. C'est 15 ans de ma vie. D'ailleurs, demain, à Sainte-Justine, ils m'ont demandé de faire une présentation sur Fail Camp, quelque chose qui n'a pas marché. On avait énormément de données. Ça avait été fondé par Gates, par PATH, beaucoup de gens, même le NIH nous avait donné de l'argent pour faire ça. Tout était idéal. Très peu cher à produire, très stable. On avait fait une phase 1 chez les adultes aux États-Unis et c'était très bien toléré, aucun problème. Et ensuite, nous sommes allés au Kenya parce qu'évidemment, notre but, c'était d'immuniser des enfants au Kenya, ce n'était pas d'immuniser des enfants aux États-Unis. Et c'est là où, je l'ai dit en anglais, it's a bit of a mess, parce que malheureusement, moi j'étais tout à fait naïf et en fait, je n'étais pas en charge de ces expérimentations, mais j'étais naïf tout de même parce que faire un bon essai clinique en Afrique demande des qualités extraordinaires. Ce n'est pas la faute des centres, c'est la faute de celui qui organise les études et on l'a très mal fait. Et sans rentrer dans tous les détails, il y a eu un signal qu'on ne pouvait pas expliquer, ou peut-être les enfants qui avaient reçu ce vaccin avaient un peu plus de toux, un peu plus de congestion nasale. Et nous, ça ne nous avait pas inquiétés, mais la Fondation Gates a dit on arrête. Et donc ce projet a été en fait deprioritized, ce qui est le terme qu'on utilise pour dire qu'on l'a mis à la porte. Alors, dans un sens, c'était évidemment, vous pouvez vous imaginer, c'était assez pénible parce que j'avais passé beaucoup d'années à travailler sur ce projet et je pense qu'il a quand même quelque chose d'important à contribuer. Ça nous a appris beaucoup de choses sur le pneumocoque, sur l'immunité contre le pneumocoque et je pense ce vaccin coûterait 1 centime ou je ne sais pas, 1 cent à produire. C'est tellement facile. On fait pousser la bactérie, on la tue et on l'injecte on purifie et on l'injecte chez l'enfant. C'est vraiment le vaccin le plus facile à produire. Mais évidemment, on n'est plus là. Mais on s'est rendu compte que l'un des avantages du whole cell vaccine, c'était que c'était une particule. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut reproduire l'avantage d'une particule? Et après quelques années de tentatives, on a réussi à développer un système qui s'appelle MAPS, où on prend une protéine montrée en rouge, là, donc vous pouvez y penser comme la noisette du pneumocoque, ou une partie de la noisette du pneumocoque, on choisit le rouge qu'on veut, et on met on fuse cette protéine rouge avec une protéine qui s'appelle la rhizavidine, qui est produite par une bactérie qui est un symbiote of the common bean. Donc c'est un produit naturel, si vous voulez, un peu comme l'avidine qu'on trouve dans l'œuf ou la streptavidine qui est produite par le streptocoque. Mais l'avantage, c'est que la rhizavidine a une affinité extraordinaire pour la biotine, qui est une vitamine qui existe dans tous nos corps. Et la rhizavidine, une fois qu'elle est attachée à la biotine, c'est presque comme si c'était un conjugué. Ce n'est pas un conjugué, mais c'est presque indestructible. Et donc, en fait, vous attachez votre protéine au polysaccharide à travers un lien d'affinité et non pas un lien conjugué.
Et ça donne plein d'avantages immunologiques dans lesquels je vais pas m'attarder, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais le plus important pour le vaccin pneumocoque, c'est que ça donne énormément d'aide, de T-cell help, pour engendrer une réponse contre le polysaccharide. Et en plus, vous avez ces protéines que vous choisissez qui appartiennent au pneumocoque. Comme ça, vous pouvez engendrer une réponse qui peut-être est aussi bonne que celle qu'on a vue avec le whole cell vaccine. Ça, c'était l'idée. Et aussi, les cellules T17 sont engendrées pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, mais on est en train d'étudier. Alors, on a eu toutes ces données dans le laboratoire. C'était je pense, vers 2012 qu'on a publié cet article. Et je voulais juste c'est l'une des dernières diapos, je voulais juste vous expliquer l'importance que early funding de mon hôpital a eu dans je pense, le résultat assez probant de cette aventure. Au départ, moi, honnêtement, j'ai eu du mal même à avoir des fonds pour étudier l'immunologie du pneumocoque parce que les gens se rendaient compte que mon but, c'était de créer un vaccin pour les pays en voie de développement. Et je ne sais pas comment marche le système au Canada, mais aux États-Unis, le NIH, si vous voulez, ça les intéresse moyennement. D'abord, la vaccinologie à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus intéressant, mais à l'époque, la vaccinologie ne paraissait pas comme l'un des axes les plus importants de la science. Je pense que Covid a peut-être changé certaines opinions. Mais deuxièmement, essayer d'obtenir des fonds du NIH sur un projet pareil, c'est très, très difficile. Et mon hôpital, heureusement, avait reconnu que c'était peut-être quelque chose d'important et m'a donc donné à mon laboratoire et à mes collègues quelque chose dans l'ordre de 1 million, 1,5 million de dollars au cours de 10 ans. Mais ça, c'était fondamental parce que ça nous a permis de travailler sur tout ça et d'arriver à un stade où la création d'une boîte était peut-être possible. Donc on a publié l'article, c'était fin 2012-2013. J'avais beaucoup de liens avec la Fondation Gates parce qu'on travaillait sur le whole cell vaccine à l'époque et ça les intriguait un petit peu. Et donc ils m'ont dit, est-ce que ça pourrait être quelque chose sur lequel on pourrait travailler ensemble? Et on a eu beaucoup de rendez-vous, de conférences. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil qui m'a dit, est-ce que vous seriez libre le samedi 10 septembre, c'était en 2013, pour rencontrer un fondateur de notre fondation. Et je ne savais pas très bien de quoi il parlait, mais j'imaginais que c'était important. Et en fait, quand Bill Gates voyageait pour d'autres raisons, il aimait toujours rajouter à son voyage quelque chose de didactique. Et donc, il avait demandé à son équipe qu'on lui prépare un topo sur les vaccins, parce qu'évidemment, ça l'importe énormément, où il pouvait rencontrer des gens qui avaient quelque chose qu'il ne connaissait pas pour lui apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que vous seriez disponible à faire ça, donner un cours à Bill Gates sur votre technologie. L'avantage, c'est que c'était à l'époque où mes enfants étaient de bas âge, ils étaient à l'école, et il y avait toujours la conférence, le premier jour de l'école où le directeur de l'école parlait pendant des heures et racontait un peu n'importe quoi. Et ça m'a permis d'éviter cette expérience au moins une fois. Donc j'ai évidemment dit oui. Et j'ai présenté cette idée à Bill Gates. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, évidemment. Et ce qui était important, il y avait deux choses qui étaient intéressantes. La première, c'est qu'il connaissait ce domaine à un niveau qui excédait le mien. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'est que moi, je ne le savais pas, mais à ce moment-là, la Fondation Gates s'était rendu compte qu'il donnait beaucoup d'argent à des boîtes pharmaceutiques ou biotech, early biotech, mais le plus souvent, ils étaient très déçus parce que les compagnies pharmaceutiques acceptaient l'argent, mais ce n'était pas leur priorité. Donc en fait, ils arrivaient à une boîte, ils disaient, est-ce que vous pouvez travailler sur le paludisme? Oui, on va travailler sur le paludisme, mais ils n'allaient jamais développer un vaccin contre le paludisme, à moins que la Fondation Gates commence à leur donner des milliards et des millions de dollars. Et donc ils étaient très frustrés. Moi, je ne connaissais pas cette frustration, et quand Bill Gates, à la fin du topo, m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comme ça, j'ai simplement décidé, j'ai dit, moi, je peux vendre cette technologie à Pfizer, à Merck ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas
aider mon but qui est quand même que ce soit disponible aux pays du tiers-monde, je pense que ça serait mieux que vous nous aidiez à créer une boîte et qu'on mette dans l'ADN de la boîte le concept que n'importe quel vaccin qu'on produise qui pourrait bénéficier aux pays du tiers-monde doit être vendu aux pays du tiers-monde à bas prix. The concept of global access. Et par hasard, c'était évidemment là où la Fondation Gates avait décidé d'aller, par chance, au même moment. Et donc, ça, on a ensuite suivi par beaucoup de conversations comment créer la boîte, comment est-ce que Gates pouvait être un investisseur sans prendre de risques. Et en l'été 2014, on a commencé Affinivax, cette boîte. Voilà la photo. Moi, je suis le deuxième à votre gauche. Juste à ma droite, il y a Steve Brugger qui était le Chief Executive Officer d'Affinivax pendant toute son existence. Yingji est à côté de moi, sa femme Fan, qui est encore plus brillante que lui, est juste à côté de lui. Le type au milieu qui tient une centrifuge, c'est David Rossau de la Fondation Gates, et il fait partie de leur investment arm. George Sieber, qui était au Dana-Farber il y a très longtemps, et l'un de mes collègues, était l'un des fondateurs aussi d'Affinivax, et Kamran Tavangar, qui était le Chief Operating Officer. Et nous avons ouvert notre boîte en 2014 en utilisant incubators qui existaient à Cambridge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi je ne savais pas non plus, c'est des immeubles qui sont construits, qui contiennent des centrifuges, des réfrigérateurs, des PCR, tout ça. Vous ne payez pas pour ça, vous payez your rent, mais ça vous empêche d'avoir besoin de payer énormément d'argent pour construire votre propre immeuble ou pour changer l'architecture d'un immeuble pour le rendre disponible pour vous. Et en fait, sans ça, on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit parce que 4 millions que la Fondation Gates nous a donné, c'était très bien, mais pas suffisant vraiment. Ça aurait tout allé pour la création d'une boîte si on l'avait fait autrement. Et donc, on a créé cette boîte. On a eu ensuite un petit peu plus d'aide de la Fondation Gates parce qu'ils ont aimé ce qu'on faisait. Path nous a aidés sur le pneumocoque. Et puis en 2017, la compagnie japonaise Astellas, qui avait comme mandat par le gouvernement japonais d'essayer de développer des vaccins, avait vu notre travail et a décidé de s'associer avec nous pour le développement d'un vaccin contre le pneumocoque qui allait couvrir 24 sérotypes plus des protéines, comme je vous ai expliqué. Et donc cette année-là, il y a eu évidemment un peu de presse et les gens ont dit, voilà, The Goliath contre le David de Cambridge. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'était l'idée. On est allé à la phase clinique. On a ensuite eu un petit peu plus d'intérêt de certains investment opportunities en série B. On a eu notre propre labo. On a eu les résultats de nos essais cliniques qui étaient très probants. On a pu ensuite obtenir un peu plus d'argent aussi. Mais de manière importante pour les employés de la boîte, vous pouvez voir que la boîte avait déjà eu presque des résultats cliniques au moment où on a commencé à recevoir de l'argent de l'extérieur. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent peut-être de créer une boîte, l'important dans ça, c'est que les employés d'Affinivax n'ont pas été dilués massivement par le fait que nous, l'argent qu'on a reçu est venu beaucoup plus tard dans notre cycle. C'est-à-dire qu'on avait déjà une valuation assez importante. Et donc, pour moi, quand je voyais les 200 employés vers la fin d'Affinivax, je me suis dit, au moins, c'est pas comme s'ils ont travaillé et ils n'ont pas eu de gain à la fin. Parce que, évidemment, tous les stock options qu'on leur avait donnés depuis le départ, maintenant n'avaient pas été dilués massivement partout par les 300 et quelques millions qui avaient été infusés dans Affinivax, parce qu'à ce moment-là, notre valuation était plus importante. Et finalement, en 2022, GSK, j'ai oublié un détail important, pendant Covid, Astellas voit nos résultats. C'est une compagnie japonaise qui n'a aucune expérience avec les vaccins, donc ils étaient très liés avec nous, on leur apprenait ce qu'on faisait. Mais en 2021, ils voient nos résultats qui sont fantastiques et malheureusement, ils décident qu'ils ne veulent plus travailler dans le domaine vaccinal. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Je me demande ce qu'ils auraient fait si nos résultats avaient été mauvais.
Mais ils ont vu de bons résultats. Ils avaient quand même le droit de continuer avec nous. Ça leur aurait non seulement apporté de l'argent, mais aussi ils auraient répondu au mandat du gouvernement japonais. Mais ils nous ont abandonnés à ce moment-là. On était évidemment un peu choqués. C'était en hiver donc 2021. Mais tout de suite après ça, GSK est venu. Elle a dit on a besoin d'un meilleur vaccin. On n'a pas de vaccin à pneumocoque. Et ils ont acheté la boîte en août 2022. Alors GSK maintenant continue avec un travail sur un 24 valent qui est maintenant en phase 3 chez l'adulte et en phase 2 chez le nourrisson. Donc on espère dans quelques années, peut-être ces vaccins-là seront disponibles pour les enfants dans les pays développés et aussi en voie de développement, parce que GSK va absolument devoir poursuivre le même mandat que nous, on avait essentiellement mis à la base d'Affinivax. Et puis, heureusement, j'ai le droit, et Yingji et Fan et moi le faisons ensemble, de continuer à travailler sur d'autres pathogènes. Healthcare Associated Infections, on peut faire. On a 2 projets avec la Fondation Gates pour Salmonelle et Shigelle. On travaille avec PATH sur le groupe B-Strep. Et avec le NIH, on vient d'avoir des résultats assez impressionnants contre la tuberculose. Donc nous avons le droit de faire tout ça, mais évidemment, pour que ces vaccins soient développés, il faut que GSK soit intéressé. Donc on n'est plus libre, si vous voulez, Affinivax n'existe plus, mais on espère que si nos résultats sont suffisamment probants, ils voudront bien continuer le travail clinique, parce que moi je ne suis pas je suis clinicien, mais je ne fais pas d'essais cliniques. Ça, c'est lorsque nous avons été acquéris en 2022. Donc ça, c'est il y a un peu plus d'1 an. On était 200 personnes. Et l'épilogue de cette histoire, c'est qu'en août 2022, GSK m'a demandé de rester pendant 6 mois. J'étais part-time à Affinivax pendant la dernière année en tant que Chief Scientific Officer. Mais en août 2022, lorsque, évidemment, GSK est venu, il n'y avait pas besoin d'un Chief Scientific Officer à Affinivax parce qu'Affinivax n'existait plus. Et donc, ils m'ont demandé de rester pendant 6 mois pour aider à la transition. Prendre 200 personnes et les mettre dans une boîte de 80 000, ce n'est pas facile. Et moi, je voulais surtout que les gens qui voulaient rester puissent rester dans des conditions optimales. GSK avait gentiment dit que, de leur point de vue, ils allaient garder tout le monde. Sauf évidemment le CEO, ça on ne peut pas garder, mais tous les employés normaux pouvaient rester s'ils voulaient, ils leur trouveraient une bonne place. Et on a eu 85% de retention. Donc je pense un résultat tout de même assez positif. Et puis en avril de cette année, GSK et moi nous sommes serrés la main, je suis devenu consultant et je ne suis plus employé de GSK. Et je suis retourné ensuite à Children's Hospital avec Yingji et Fan où on continue notre travail.